Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue ce matin où vous nous suivez en ce moment. Vous êtes en direct de la Tribune du Savoir, la très sacrée Tribune du Savoir. Boye Imala Moubande Kobalandi. On vous souhaite la bienvenue encore ce matin de là où vous êtes, mercredi, le mercredi des quantièmes, mercredi le 11 mars 2026, 19h passées des 53 minutes ici à Kinshasa. Madame, messieurs, je vous souhaite donc encore la bienvenue. Phrase du jour, sujet d'actualité, dénonciation, et on va prendre le sujet du jour. Mais aujourd'hui, comme c'est particulier, vous savez, on n'a pas l'habitude de vous rencontrer le mercredi, mais comme l'actualité l'oblige, on se retrouve ici pour que nous puissions parler de l'actualité. Et avec qui nous allons parler de cette actualité? Avec un habitué vraiment de l'émission, mais aussi une figure très emblématique de la République, de l'UDPS, du corps d'élite scientifique, et qui s'engage dans la recherche et de la science, même de la science, on va dire, et du professionnalisme. Lui, il s'appelle Alain Mukuna Mwembi. On va aborder avec lui la question liée au changement de la Constitution ou la révision de la Constitution qui aujourd'hui revient encore. Vous allez vous souvenir que c'est avec lui, donc la personne dont je viens de parler, que nous avons déjà abordé avec lui cette question avant même, c'était l'année passée au mois de juillet. On va revenir sur ça, la question sur le changement de la Constitution. Monsieur Alain Mukuna Mwembi, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, merci de m'accueillir sur votre plateau du savoir, la Tribune du Savoir. Nous sommes venus, et chaque jour nous apprenons, nous sommes venus pour communiquer le savoir. Et ça c'est très important. Très bien. On va communiquer le savoir comme il vient de le dire tout à l'heure. Avant d'y arriver, on va prendre peut-être, ça sera à la fin. J'aurai juste quelques 2-3. Je suis en train de voir la rubrique des dénonciations. Bon, ça dépendra, mais comme mon invité est là pour l'honorer, on va commencer avec directement les sujets et puis on va prendre toutes les autres rubriques, les dénonciations et consorts, ainsi de suite. Ça sera peut-être à la fin. Là, c'est perdre thé parce que je sais que vous savez, quand on est avec M. Alain Mukuna, des fois vraiment c'est très bien et puis Koka Tezagana Passi. Alors on va faire un effort de gérer le temps aujourd'hui. Alors on va prendre le tout premier sujet. Sujet à Liboso, c'est par rapport à la situation aujourd'hui. Ce matin, vous avez suivi autour de 2h du matin le drone des FARDC, donc des Forces armées de la République démocratique du Congo, vaillantes d'ailleurs, qui sont tombés dans les territoires quelques territoires qui sont occupés, les zones qui sont occupées à Goma, et ça a éliminé plusieurs personnes, notamment on parle même d'un membre de MSF, je crois, ou bien de l'ONU, qui est décédé. Et là, les M23, l'AFC M23 est en train de crier, dire que Kinshasa devient un danger. Ouf, c'est pour la première fois. Bertrand, ici, moi d'ailleurs, on parle. Ça, c'est le tout premier sujet qu'on va aborder avec notre invité. Monsieur Alain Mukuna, comme beaucoup de Congolais, vous avez suivi ce matin. Est-ce qu'on peut dire que les FARDC commencent à se réveiller? Est-ce qu'on peut dire que maintenant, c'est l'heure de la revanche ou nous sommes juste en train de nous battre puisque nous sommes en guerre? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que dans le cadre de la légitime défense, nous disons bien la légitime défense, pourquoi? Parce que le Congo, c'est un pays qui a vocation d'exporter la paix à travers le monde. Et c'est que nous savons tous, depuis 1994, nous avons été victimes à cause de notre hospitalité, à cause de ce qui s'est passé au Rwanda. Nous avons été appelés à accueillir les réfugiés conformément à la législation des Nations Unies. Nous avons accueilli des réfugiés rwandais parce qu'ils étaient en train de s'entretuer. Nous les avons accueillis. Il s'est fait malheureusement que il y a eu les FDLR qui sont entrés armés et finalement cela a donné un prétexte au Rwanda de pouvoir venir agresser la République démocratique du Congo sous prétexte de vouloir exterminer les FDLR. Et au jour d'aujourd'hui, on a tous bien compris que ce n'était qu'un prétexte, mais en réalité, l'objectif visé était de pouvoir piller les richesses de la République démocratique du Congo afin de pouvoir bâtir ou construire le Rwanda. Donc, nous sommes en guerre depuis plus de 30 ans
Est-ce que notre armée est en train de se réveiller? L'armée ne s'est jamais endormie, mais il s'est fait malheureusement que nous avions des très mauvais dirigeants, que ce soit à la tête du pays sur le plan politique, ainsi que sur le plan de l'armée. Et ainsi, à l'avènement du président Félix Tshisekedi, nous étions d'abord, ça c'est un rappel historique, nous étions en coalition avec le FCC, dans le cadre du CACH FCC, tout le monde s'en souvient bien. Mais pendant cette période, nos amis ennemis, si je peux le dire ainsi, ils ont tout fait pour plomber l'avion de la République démocratique du Congo. Le gouvernement n'a pas pu bien fonctionner, à tel point que nous avons été amenés à pouvoir nous séparer de FCC et l'action du gouvernement a commencé. L'idée première du président de la République, c'était d'abord de pouvoir, par des négociations, par des pourparlers, par uniquement la diplomatie, pouvoir se parler et trouver un compromis de sorte que les armes puissent se taire en Afrique. L'Afrique est largement en retard par rapport aux autres continents du point de vue du développement. Ainsi, le président de la République a été voir le président rwandais. Il leur a parlé du projet que lui envisageait pour la République démocratique du Congo, c'est-à-dire un partenariat gagnant-gagnant. Les Congolais gagnent, les Rwandais gagnent. Pas besoin de se faire la guerre parce qu'il y a des minerais, il y a des projets que nous pouvons développer ensemble qui permettent à nos deux républiques de pouvoir aller de l'avant. Ça n'a pas été accepté de l'autre côté, ils ont fait l'hypocrisie, mais derrière le dos du président de la République, ils étaient en train de nous tirer sur le dos, alors de nous poignarder au dos, comme on le dit en si bon français. Et cela étant, le président de la République a maintenant changé de fusil d'épaule. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comprenant que notre armée n'était pas au point de faire vraiment la guerre, plusieurs ont demandé au président de la République de faire la guerre, mais tu sais, et ça c'est démontré par tous les stratèges à travers le monde, que avant de faire la guerre, il faut toujours essayer un peu de comparer, d'établir le rapport de force entre les RDF et les FARDC, quelle était l'option la meilleure? Mais le président de la République a compris qu'il y avait beaucoup d'infiltration au sein de l'armée. Toutes les décisions qui étaient prises au niveau de l'état-major étaient très rapidement communiquées à l'armée agresseur, de sorte que nous étions en train de perdre du terrain. Jusqu'à l'année passée, vous vous souviendrez, bien qu'au niveau de Goma, nous avions sérieusement verrouillé, mais Goma est tombé, suivi de Bukavu et même d'Ouvira. Alors il fallait encore mûrir les stratégies, mûrir les solutions, et le président de la République a plus misé sur la diplomatie, et signé le contrat stratégique avec les États-Unis. Les États-Unis étant devenus le parrain de ces accords, donc il y a eu quand même beaucoup de changements. Et du point de vue de l'armée, le président a commencé petit à petit à nettoyer notre armée, en commençant un peu, là je voudrais citer un proverbe Yanzi qui dit que le poisson pourrit par la tête. Il y avait plusieurs têtes au sein de l'armée qui étaient en train de vendre, de trafiquer les informations secrètes de l'armée. Et dès lors qu'on a commencé à les exfiltrer un à un, on a compris que nos troupes ont retrouvé finalement le moral, nos troupes sont en train de se battre. En dehors de ça, nous sommes en train d'équiper de mieux en mieux notre armée avec la loi de la programmation militaire. Donc il y a eu beaucoup de changements pendant le premier et deuxième mandat du président de la République, à tel point qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons affirmer, sans peur d'être contredits, que notre armée est sérieusement et véritablement montée en puissance. Notre armée est suffisamment et de mieux en mieux équipée, entraînée et motivée. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de villes qui tombent comme autrefois, comme les châteaux de cartes. Mais aujourd'hui, par contre, nous sommes en train de plus en plus de récupérer des territoires et la peur a été finalement exportée dans le camp adverse. Et n'oubliez pas que hier, nous avons eu des informations que l'armée rwandaise a encore violé notre espace aérien avec 3 drones qui ont été tous abattus. Donc vous comprenez que la nouvelle de ce matin ne peut être qu'une réaction
par rapport à ce que la République démocratique du Congo a connu hier à Minembwe et à Milenge. Finalement, la République démocratique du Congo, dans le cadre de la défense, c'est aussi à répliquer de sorte que les autres comprennent que le temps est déjà révolu, où ils nous attaquaient, nous étions en train de faire des replis stratégiques, où nous étions en train de pleurer. Et là, je pourrais peut-être emprunter les mots de notre compatriote Moïse Katumbi qui disait « Obeti Tobeti ». Voilà dans quelle réaction nous nous trouvons maintenant. On peut dire aussi que la diplomatie a aussi tenté à faire quelque chose. Non, la diplomatie, ça, tu sais, de manière générale, c'est pas pour rien qu'il y ait un ministre des Affaires étrangères. C'est pas pour rien qu'on a toujours dit que les affaires étrangères constituent le domaine réservé du président de la République. Ça signifie que dans tous les gouvernements, il y a toujours, le président est toujours là et il y a le ministre des Affaires étrangères. C'est pour dire que le levier diplomatique est toujours actif et à tout moment. Très bien. Donc ce n'est pas un levier qui naît par moment, qui est sporadique ou périodique. Il est permanent. Donc la diplomatie est permanente, de la même manière que l'armée est en train de veiller en permanence sur la sécurité, sur la défense du territoire. Et comme j'ai coutume de dire, la République démocratique du Congo est une et indivisible. Très indivisible d'ailleurs. Indivisible. Il y a simplement quelques territoires, quelques localités occupées, mais nous allons tout reprendre. Ça, nous le disons avec assurance, avec fermeté, avec engagement. Aucun pan de notre République ne sera laissé à nos adversaires. Voilà, encore il faut confirmer qu'il faut aussi assurer qu'il faudrait récupérer vraiment ces territoires parce que c'est la plus grande préoccupation de tous les Congolais. M. Alain Moukouna, on va en parler tout au long de cette émission. Merci d'avoir fait ce rappel historique et puis déplacer la RDC à la place où elle occupe actuellement et comment elle fait face à nos ennemis, l'agresseur, l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Maintenant, nous allons parler d'un sujet puisque c'est d'actualité vraiment. On devrait aussi parler de ça parce que c'était l'actualité. C'était important. Mais on va parler du sujet, M. Alain Moukouna, de la révision constitutionnelle. J'aimerais d'abord vous rappeler qu'ici sur ces plateaux, avec vous déjà l'année passée... C'est en 2024. Ah, c'était en 2024. En 2024. Pas en 2025, c'est pas en 2024. Non, juillet 2024. On avait abordé cette question. D'ailleurs, pour les gens qui vont nous suivre sur les réseaux de rediffusion, je vais reposter juste l'extrait de cette vidéo, vous allez le voir. On avait déjà abordé cette question de la révision constitutionnelle. Et à un moment, je me souviens même, c'était pas sur le plateau ici, on avait tourné à l'extérieur là-bas et on avait mis des caméras et tout ça. Mais on avait parlé des points très importants. Ça avait suscité, c'est vrai, un peu de l'émulation, mais c'était au fait un peu poignant. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2026, Félix Tshisekedi reste avec une année 2027 parce que 2028, c'est l'année électorale. On peut peut-être pas compter ça. Est-ce qu'à ce jour, le sujet de la révision constitutionnelle peut encore revenir sur la table? Si c'est oui, pourquoi? Et si c'est non, vous nous dites aussi pourquoi. Bon, je crois que, nous, comme vous l'avez si bien dit, nous, à l'époque, on avait déjà abordé la question de la révision constitutionnelle. Pourquoi? À la lumière des années Kabila, à la lumière du premier mandat déjà du président de la République, nous nous étions rendus compte de certaines difficultés, de certaines entraves à la mise en place du gouvernement. Souvenez-vous que le premier gouvernement du premier mandat du président Félix Tshisekedi a mis plus ou moins 9 mois pour qu'il puisse être publié. Il y avait des pourparlers, il y avait des conciliabules, ça nous a pris beaucoup de temps dès lors que le président élu n'avait pas la majorité absolue au sein de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un problème réel. C'est vrai, certains autres disent qu'on pouvait raccourcir. C'est vrai que pendant le deuxième mandat, on a mis, si ma mémoire est bonne, 4 mois. Donc oui, mais 4 mois, c'est quand même beaucoup pour la mise en place des institutions, principalement du gouvernement, qui est l'exécutif de notre République. Donc c'est pour dire que ça, c'est un des problèmes que nous avons soulevés. En dehors de ça, il y a d'autres compatriotes qui ont réfléchi. Ici, je voudrais citer de mémoire l'honorable Steve Mbikai, qui lui, à l'époque, s'était attardé juste sur un point majeur. Pour lui,
il fallait supprimer le Sénat. Je crois que vous avez encore mémoire. Oui, oui. Là, je cite Steve Mbika parce qu'il réfléchissait à haute voix. D'autres encore ont réfléchi. Ils se sont penchés de manière particulière sur les assemblées provinciales. Au jour d'aujourd'hui, nous remarquons que les assemblées provinciales ont du mal à tourner correctement. Il y a beaucoup de crises au niveau des gouvernements provinciaux. Est-ce que ça vaut encore la peine de maintenir les assemblées provinciales? Ce sont des questions qui sont posées. Ces questions étant posées, ce sont des questions qui se posent au quotidien. C'est comme ça que je dis que la question de la révision, ce n'est pas une question ponctuelle. Ça signifie qu'au fur et à mesure que nous avançons, après autant d'années d'existence et de fonctionnement de notre Constitution, on est en droit de se poser des questions. Est-ce que la Constitution actuelle répond aux besoins de développement de la République démocratique du Congo? Déjà à l'époque, moi je vous avais fait comprendre qu'il y avait des dispositions qui nécessitaient un réaménagement. Et ça c'est très important, on l'avait dit. Moi j'ai coutume d'abord de commencer par un article aussi simple qui nous met tous d'accord. Je ne pense pas que sur ce point-là, il y a des oppositions. Laquelle? Lequel? L'article 10, concernant la nationalité congolaise, où il est dit qu'elle est une et exclusive. Au jour d'aujourd'hui, quand nous le voyons sur le plan sportif, je veux prendre un plan où nous sommes tous d'accord. Sur le plan sportif, au jour d'aujourd'hui, parmi les léopards, nous trouvons des binationaux comme on les appelle. Ça signifie que c'est des Congolais qui évoluent à l'étranger, qui ont peut-être pris d'autres nationalités, mais qui se reconnaissent comme Congolais, qui veulent défendre les couleurs. Ça signifie sur ce point-là, il y a évolution de la société. Autrefois, la nationalité était une exclusive. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes rattrapés par une réalité internationale où, dans le monde d'aujourd'hui, il est admis d'avoir plus d'une nationalité. Qu'est-ce que nous faisons? Mais nous le faisons d'ailleurs de manière pratique. On dit que le droit suit les faits. Les faits, c'est quoi? Des faits avérés. C'est qu'il y a des joueurs de football, par exemple, pas seulement de football, nous avons même sur le plan de la boxe, on a Tony Yoka qui se reconnaît comme Congolais. Il est français, mais il se reconnaît aussi comme Congolais. Mais qu'est-ce que nous faisons d'eux? Il faut les prendre en compte, il ne faut pas les ignorer. Ça, j'ai pris juste un seul point où tous nous sommes d'accord, où quand nous voyons des joueurs de football qui jouent dans les léopards, qui marquent des buts, ça fait la joie de toute la République. Ça permet à la République d'être à un pas d'être qualifiée au mondial. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà l'article 10, je prends un article qui n'est pas à problème, qui met tout le monde d'accord. On se rend compte que l'article 10 doit être modifié. Ok. Rien que ça. Mais il y a d'autres sujets. Pour que cela puisse répondre aux réalités. Aux réalités du terrain, aux réalités de la vie quotidienne. Très bien. Alors là, je crois que vous vous penchez déjà au niveau. Pour vous maintenant, vous penchez déjà au niveau de la révision ou le changement. Là, je voulais quand même avoir votre point de vue. Est-ce qu'il faudrait juste toucher quelques articles ou il faudrait vraiment changer la Constitution dans l'ensemble, dans son ensemble? Bon, ça signifie qu'il y a des points sur lesquels on est tous d'accord. Par exemple, pour le Sénat, c'est avoir les assemblées provinciales. Est-ce qu'il faut avoir un parlement bicaméral? C'est des questions sur lesquelles on se pose. La question de nationalité, je crois que c'est déjà réglé. Mais il y a aussi d'autres questions qui se posent. Moi, je pense que c'est des questions qui sont fondamentales. Quel est le régime que nous allons adopter au jour d'aujourd'hui? Regardez de manière générale, et moi je me dis que c'est un peu culturel. Voilà pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec les Congolais qui copient simplement ce qui se passe sous d'autres cieux et viennent transposer ça ici chez nous. La culture du Congolais, c'est quoi? C'est un chef ne doit pas simplement régner. Le chef est celui qui gouverne, le chef est celui qui dirige. Voilà pourquoi chaque fois qu'il y a des problèmes dans divers secteurs, que ce soit du point de vue de la santé, de l'éducation, de l'armée et même des finances, sur tous les plans, les gens crient toujours en disant « Président de la République, Talela Biso Likambo ». Donc pour vous voulez même les bourgmestres, que ce soit l'émanation ou la force du président de la République qui doit le nommer? Non, mais c'est ça, je suis en train de venir. Donc ça signifie que ça, je dirais, c'est pratiquement culturel. On veut avoir un chef qui décide, un peu comme un papa à la maison. Tous les regards sont tournés vers le papa. Et ça, c'est culturel.
Donc nous sortir de notre culture, copier ce qui se passe sous d'autres cieux, on remarque que ça ne fonctionne pas ici chez nous. Quand vous regardez, je prends à titre exemplatif la Chine. La Chine bâtit son développement sur sa culture. Nous aussi, nous devons bâtir notre développement, calquer nos institutions sur base de notre culture. Donc, moi, personnellement, ça n'engage que moi. Moi, je suis toujours d'avis, c'est vrai que le modèle avec Mobutu n'a pas marché, mais moi, je suis d'avis qu'il faille avoir un régime présidentiel. Un régime présidentiel fort, mais qui est équilibré, avec des contrepoids pour ne pas permettre au président de faire n'importe quoi. Ça, c'est évident, nous tirons des leçons de ce qui est arrivé avec le régime, la Deuxième République. Nous corrigeons, nous mettons des mécanismes de contrôle, de contrepoids. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est important. Mais par rapport au régime actuel, nous avons le président de la République qui doit nommer un premier ministre. Le premier ministre est responsable devant le Parlement. Le président est un peu comme quelqu'un qui règne, qui n'a aucune responsabilité. Ça, c'est autant de choses qui ne marchent pas. Avec le régime présidentiel, nous aurons l'avantage que si le président est élu, il a la possibilité de mettre très rapidement le gouvernement en place et ses fonctions commencent. Et ça, l'inconvénient, c'est quoi? C'est justement parce que vous dites tout à l'heure, je vous ai suivi, vous étiez en train de dire que le président de la République, il ne lui reste plus qu'une année parce que la dernière année, ce sera les élections. Mais tout ça, c'est parce que quelque part, quand on regarde de manière concrète, on se rend compte que en réalité, un président de la République ne travaille que plus ou moins 3 ans. Mais c'est tenant compte de ces réalités. Vous imaginez un peu face à la situation, par exemple, concrète que nous avons aujourd'hui. Nous avons au Rwanda un président qui fait une trentaine d'années. Et ici, nous avons des institutions plus ou moins instables. Ça signifie qu'on ne saura pas trop se défendre. Voilà pourquoi plusieurs sont en train de réfléchir. Et je crois que c'est important. On ne peut pas réfléchir à quelques Congolais que ce soit, de réfléchir. Donc ces réflexions peuvent se faire dans le cadre de certains cercles, mais ces réflexions peuvent se faire aussi au travers des médias. Et il ne faut pas en avoir peur. Il n'y a pas de scandale à y réfléchir. Permettez-moi, avant que vous puissiez continuer, que je vous ramène un peu en arrière, que je vous fasse reculer un tout petit peu. Parce que je viens de vous écouter, vous avez dit, si ça ne dépendait que de vous, vous souhaiterez qu'on puisse changer même de régime politique. Absolument. C'est-à-dire qu'on puisse avoir le régime présidentiel au lieu que nous puissions avoir les semi-présidentiels que nous avons ici, le président de la République et puis un premier ministre, ainsi de suite, tout ça. Mais quand par exemple vous dites qu'il y a des gens qui viennent à tout moment, président tel Abisso Lukambo, président tel Abisso Lukambo, moi je pense que l'idée derrière ça, c'est peut-être parce que les gens estiment que le chef de l'État n'arrive pas à assumer sa force. La décentralisation du pouvoir n'existe pas. Félix Tshisekedi n'est pas celui qui sanctionne. Il est par contre celui qui partise trop. Il est celui qui compatit trop. Et il n'a pas vraiment une force en tant que chef. C'est pourquoi les gens qui sont en train de les représenter comme Premier ministre, comme ministre, comme, je ne sais pas moi, des chefs, des gouverneurs ou qui que ce soit, des bourgmestres, n'arrivent pas à intérioriser, imprimer vraiment sa vision, tout ce qu'on peut dire. Hein. Et on le responsabilise comme on lui dit indirectement que, voilà, tu n'es pas un bon chef. Est-ce que ce n'est pas ça le message? Non, ça n'a rien à voir. Je crois que quand on dit la force d'un président de la République, il ne s'agit pas de force physique, de force musculaire. Ça signifie qu'une république est organisée au travers des textes. S'il y a des faiblesses, s'il y a des lourdeurs administratives dues simplement au texte, c'est comme ça que dans tous les pays du monde, il est établi, il est reconnu la possibilité de réviser les textes pour les mettre à jour. C'est comme ça qu'on parle de mise à jour. Sur le plan informatique, vous avez peut-être eu un programme informatique qui marche, mais à un moment donné, on est obligé de le mettre à jour pour l'adapter, tenir compte de certaines réalités. C'est pour dire que quand nous réfléchissons, il ne s'agit pas d'un président qui vient faire ce qu'il veut. Non, le président de la République agit dans le cadre d'une législation bien déterminée, dans le cadre des lois et textes établis. Le président de la République ne peut pas, par exemple, désigner le Premier ministre qu'il veut. Donc, il y a des principes qui sont dans la Constitution. Pour nommer les magistrats, il y a des lois. Pour nommer, même dans l'armée, il y a des lois. Donc, tout cela, c'est ça que nous disons, il faut réfléchir à l'ensemble. Mais tout devra partir de la loi mère. La loi mère, c'est la Constitution qui organise tout.
est-ce que la constitution actuelle donne une très large marge de manœuvre au président de la République? Je dirais non. Bien sûr que oui. Le président de la République, ce n'est pas lui qui nomme les gouverneurs. Donc le gouverneur est élu. Non, mais... Écoute, qu'on se comprenne bien, le président de la République ne nomme pas les gouverneurs, le président de la République ne nomme pas à un certain niveau, donc ça signifie que tel que c'est organisé, mais, et puis quand nous regardons du point de vue d'élection, le président de la République, il est élu au suffrage universel. Il vient avec un programme et c'est le Premier ministre qui doit mettre en action son programme. Si le Premier ministre appartient à un autre courant, vous voyez qu'il va y avoir des conflits à ce niveau-là. Donc, il y a moyen d'anticiper, de prévenir ces conflits en faisant en sorte que on ait le régime présidentiel. Si le président est élu, il va mettre en action son programme. D'accord. Je voulais revenir sur ce que vous dites encore. Vous dites, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre, vous dites que le président de la République n'est pas... est-ce qu'il a assez de pouvoir? Est-ce qu'il a assez de marge de manœuvre? Au regard de la Constitution. Au regard de la Constitution actuelle. Bien sûr. Vous dites non. Mais moi, je veux vous amener, par exemple, devant un fait. Le président de la République est celui qui rend, par exemple, l'État à la nation. Après chaque 2 ans, ou si c'est chaque une année, quelque chose comme ça, il a toujours, c'est lui qui répond. C'est lui qui va répondre du mandat. C'est-à-dire, quand, par exemple, vous êtes bourgmestre, vous êtes gouverneur, vous êtes ministre, vous devez exécuter le programme, la vision qui est établie par le chef de l'État, donnée par la première ministre, et lui va répondre par rapport à ça. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il a toute une marge de manœuvre, parce que la question me vient directement, qu'en est-il maintenant du pouvoir discrétionnaire ou du dernier pouvoir du chef de l'État, s'il n'a pas de marge de manœuvre? C'est-à-dire qu'il a un pouvoir de dire à la première ministre de commander, de dire « Je ne veux plus de ces dirigeants, par ton pouvoir, essaie de faire ceci. » Ils ont toujours des moyens administratifs. Comment ils peuvent faire? Et tu te rends compte déjà en nous fournissant cet exemple-là, oui, qu'il y a un problème. Ça signifie que le président, ce n'est pas le président qui agit, il demande à son premier ministre ou à un ministre d'agir. Et vous imaginez le cas que nous avions connu au premier mandat où nous avions un premier ministre des FCC. On a vu des ministres, ça c'est des choses qui sont connues, qui ne sont pas lointaines. On a un ministre de la Justice. Quand le président donne des instructions, il n'obéit pas au président de la République. Il dit que moi, je vais m'en référer à ma famille politique. À Yémei. Vous vous souvenez, c'est une histoire connue. On a eu le cas où le président de la République nomme un DG à la GECAMIN. Le ministre du portefeuille refuse de notifier. On a connu ces cas. Donc, ça signifie que c'est des cas de dysfonctionnement dont il faudra prendre et pour anticiper. Mais au jour d'aujourd'hui, les choses semblent plus ou moins avancées parce que le président a la majorité au sein du Parlement. Mais ça signifie qu'il y a des dysfonctionnements, des lourdeurs administratives. Et devant ce genre d'obstacles, le président de la République ne sait rien faire. Mais on a vu même ici, pas toucher le ministre. On a vu le ministre de la Justice, vous vous souvenez, c'est un cas connu. On l'a vu à la permanence du PPD où les gens se sont levés pour dire on ne peut pas nous intimider. On ne gère pas une république pour intimider, mais c'est des instructions du président de la République. Donc ça, c'est des cas qui montrent que chez nous, dans notre culture, nous faisons confiance au chef. On veut un chef qui décide, mais un chef qui décide au regard de la Constitution, il est obligé, si je peux me permettre ainsi, de négocier certains pouvoirs avec le Premier ministre ou bien avec certains ministres. Vous nommez un directeur général à la GECAMIN, mais le ministre refuse de notifier. Et vous, ça vous en ce moment, c'est des cas que nous avons connus. Nous ne pouvons pas les ignorer. Qu'est-ce qui dit que demain, on n'aura pas des cas similaires? Vous avez un président qui appartient à un courant politique et peut-être le Premier ministre à l'opposition, ça fait des conflits. On a vu des cas pareils, même en France. Oui. C'est des cas connus. Donc, il y aura des répercussions. Il y aura des répercussions de la société, ça c'est clair. Nous sommes encore un pays fragile. Nous ne sommes pas un pays de vieille démocratie à l'instar de la France. Qu'est-ce que nous faisons? Nous devons nous prémunir, choisir le meilleur mode, le meilleur régime qui nous convienne à nous, tenant compte aussi de notre culture, de nos assises ancestrales. Nous devons en tenir compte. Tenir compte du nombre de partis politiques que nous avons en République démocratique du Congo. Vous avez 900 partis politiques. Comment concilier, trouver un compromis avec autant de partis politiques? Ce sont des difficultés réelles auxquelles nous sommes confrontés. Il faudra en tenir compte quand on élabore la Constitution. Donc, très bien. Il y a autant de choses
Moi, je ne suis pas... Il y a même des amis qui ont réfléchi. Je voudrais prendre ici un autre cas. Je crois que Deli Sesanga, lors de la campagne, il a dit qu'il avait des éléments à revisiter dans la Constitution. Donc, même moi, je veux aller au-delà. Je veux finalement y aller un peu frontalement. Il y a l'article 220 pour certains. Je ne suis pas vraiment le spécialiste en droit constitutionnel. Il y a d'autres qui disent que l'article 220 a verrouillé des matières. On ne peut pas les toucher. C'est des matières intangibles. Pour certains qui disent que c'est des matières éternelles. Mais est-ce que vous imaginez quelle prétention pour certains Congolais d'aujourd'hui de dire que même dans 1000 ans, ces articles-là doivent rester? On ne peut pas déverrouiller ça. Nous ne pouvons pas lier les mains des générations futures. Je voudrais vous donner un exemple. La société d'aujourd'hui est en constante évolution. Sur le plan, par exemple, des médias, communication, information et médias. Regardez, prenez un journaliste de 1960, un journaliste de 70, de 80, 90, 2000, 2010 et 2020. Est-ce que la loi qui organisait les médias à l'époque de 1960 est adaptée à aujourd'hui? Alors qu'au jour d'aujourd'hui, on a connu l'évolution, on n'est plus dans la radio, il y a la télévision qui est venue, il y a les réseaux sociaux qui sont passés par là. Donc on comprend que la société est en constante évolution. Oui. Les lois doivent être évolutives. Même la Constitution doit pouvoir, c'est vrai que c'est le cadre général, mais ce cadre doit être adapté aux réalités de la société. Donc pour vous, même les articles verrouillés, par exemple comme l'article 220, oui, qui est intouchable, c'est-à-dire, Baloba, touchez tous les articles, touchez ce que vous voulez, mais l'article 220, intangibilité des frontières, intangibilité... Mais de quel droit? C'est justement ça la question que je me suis posée. Est-ce qu'on peut toucher l'article 220? Parce que la question que le Congolais se pose, est-ce qu'aujourd'hui, M. Alain Moukouna Mwembi, membre de l'UDPS, membre du corps d'élite scientifique, vous réfléchissez, est-ce qu'on peut toucher aussi à l'article 220? Je dis oui, on peut toucher à l'article 220. Et certains constitutionnels disent que l'article 220 a verrouillé des matières, alors que lui-même, l'article 220 n'est pas verrouillé. Donc, on peut commencer par le déverrouiller et pouvoir toucher les matières qui sont là-bas. Et moi, je me dis simplement, vous savez qu'il y a la Constitution est multidimensionnelle. La Constitution n'est pas que du domaine du droit. C'est aussi du domaine de l'anthropologie, de la sociologie, ainsi de suite. Donc, on doit tenir compte de plusieurs paramètres. Est-ce qu'on en a tenu dans cette première Constitution? Certains disent que la mouture a été préparée ailleurs. C'est des choses, je ne voudrais pas revenir sur ces débats-là. Mais au jour d'aujourd'hui, quand nous regardons la Constitution, en âme et conscience, cette Constitution, même les matières dites verrouillées, qui est le constituant primaire? Qui est le souverain? C'est le peuple. Au jour d'aujourd'hui, on peut amener la question devant le peuple souverain pour dire qu'est-ce que vous pensez du régime, du nombre de mandats, de la durée et même du régime. Est-ce que vous acceptez qu'on puisse modifier? Si le peuple souverain premier qu'il est, il décide de les modifier, que sont les hommes politiques pour le refuser? Donc ça signifie qu'il y a des questions, même la Constitution a prévu que pour certaines questions, on peut recourir au référendum. Donc on rentre chez le peuple, le souverain premier, le souverain primaire, pour lui poser la question de savoir est-ce que ça on peut modifier. Mais est-ce que l'article 220 peut être déverrouillé? Parce que l'article 220 est verrouillé et verrouille d'autres articles. Ça a été verrouillé par qui? Par le constituant, je peux dire. Mais alors, le législateur. Monsieur le journaliste, c'est comme vous, vous avez votre porte. Quand vous sortez, vous avez votre clé. Vous fermez votre porte, vous sortez. Vous verrouillez. Vous avez la clé, vous avez verrouillé. Même les Quand vous rentrez, vous dites que comme j'ai verrouillé, je ne peux plus déverrouiller, je n'entre plus dans ma maison. Ça n'a pas du sens. Donc tout ce qui est verrouillé peut être déverrouillé par celui qui a verrouillé. Les hommes politiques peuvent peut-être ne pas le faire, mais le souverain premier, le souverain primaire, le constituant primaire, lui peut déverrouiller ces matières-là. Et ça, ça tient simplement, c'est un des principes élémentaires du droit. Celui qui a verrouillé peut déverrouiller. Ça, c'est clair. C'est comme on dit par parallélisme de forme. Celui qui a nommé, c'est celui qui peut relever.
Si le peuple souverain avait dit que ça c'est verrouillé, il peut le déverrouiller. Très bien. Et du point, c'est tout à fait normal, ça ne devrait offusquer personne. Alors, puisqu'on parle de la Constitution, revenons maintenant sur les propos de l'une des figures emblématiques de la République démocratique du Congo. Il a beaucoup dirigé, il a beaucoup géré, il a assumé de hautes fonctions dans le pays, en RDC. Lui, il s'appelle Bahati Lukwebo. Il est actuellement deuxième vice-président de l'Assemblée du Sénat. Il est revenu sur la question que nous sommes en train de parler ce matin, M. Alain Mukuna. Ça lui a opposé et ça lui coûte même son siège. Voilà, il est là. Ça lui coûte même son siège. Il dit que la République démocratique du Congo n'a pas un problème de texte. Non. Parce que les textes, ils sont. La Constitution est bien garnie, est bien fondée. Et beaucoup de gens donnent du crédit parce que ça vient de lui. Lui qui, il a beaucoup géré, il a été plusieurs fois ministre dans plusieurs endroits. Et c'est comme ça qu'on l'écoute. Il dit que le problème, c'est le problème d'hommes. Ah, mais pourquoi au sein de la classe politique comme l'UDPS ou l'Union Sacrée, ça insupporte les gens alors que pour certains, il ne dit que la vérité? Non, monsieur le journaliste, si vous me posez la question de savoir quel est mon point de vue par rapport à la problématique soulevée par le deuxième vice-président du Sénat, je me dis que le problème est simple. De la même manière, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des droits qui sont garantis par la Constitution en vigueur actuellement. La liberté d'expression. Ça, c'est reconnu à tout Congolais. Donc, pour moi, ça ne pose aucun problème. Mais le problème se pose à quel niveau? Qui est Bahati? Bahati est membre du présidium de l'Union Sacrée. Yes. A-t-il posé le problème au sein de l'Union Sacrée alors qu'il est membre du présidium? Il a réfléchi. Il a réfléchi à haute voix, mais il faut qu'il accepte la contradiction. De la même manière qu'on lui a tendu le micro, il a parlé librement. Je ne pense pas qu'on ait envoyé des services de sécurité, l'armée pour l'intimider ou quoi que ce soit. Il s'est exprimé librement. De la même manière, il faut qu'on admette aussi que ceux qui ont un autre son de cloche puissent également s'exprimer sur la question. Tout à l'heure, on venait de parler de la Constitution. Je vous ai fait comprendre, j'ai défendu un point de vue sur la base des faits avérés. J'ai démontré ici que la Constitution actuelle pose certains problèmes évidents, et même lui-même dans son rétropédalage l'a reconnu. C'est pour dire que la Constitution n'est pas parfaite. Il y a des choses qu'on doit pouvoir améliorer au fur et à mesure que la société est en constante évolution. Ça, c'est tout à fait normal. Mais qu'au jour d'aujourd'hui, lui dise que la Constitution n'a aucun problème, là déjà il y a un problème, je vous ai démontré, du moins par rapport à mon point de vue et au point de vue de plusieurs autres, que la Constitution a quelques lacunes. Mais avec l'expérience des Bahati, quand il parle de ça, c'est-à-dire il sait de quoi il parle. Mais je vais revenir. Je parle d'abord de la Constitution. Est-ce qu'il y a des problèmes d'hommes? Oui, nous sommes dans une société, nous le savons qu'il y a des problèmes d'hommes. Et lui n'est pas exclu de ces problèmes. Parce que quand on parle souvent, ne soyons pas comme les apôtres ou les disciples de Jean-Paul Sartre qui disaient que l'enfer c'est les autres. Bahati ne peut pas nous dire au jour d'aujourd'hui que le mal c'est les autres, l'enfer c'est les autres, pas la Constitution. Et lui-même, à quel niveau il se place? Parce que, monsieur le journaliste, quand on regarde le parcours de l'honorable Bahati Lukwebo, de Modeste Bahati Lukwebo, né le 13 janvier 1956, le 13 janvier de cette année, il a totalisé 70 ans. Il a une carrière riche, tant sur le plan scientifique, sur le plan économique et sur le plan politique. Il a un regroupement, il a un parti politique. Mais que se passe-t-il même au sein de son parti politique? Quand il s'agit de désigner les membres à certains postes de responsabilité, quelle est son attitude? Tout le monde le sait. La méritocratie. La méritocratie où il ne prend que les membres de sa famille. Il prend, si ce n'est pas sa femme, c'est sa fille, c'est son fils, ou c'est des gens qui lui sont très proches. Ben ça, je ne voudrais pas trop entrer dedans, mais c'est pour dire quand on dit qu'il y a des problèmes d'hommes, c'est que lui aussi constitue un problème. Déjà au sein de son parti, nous avons connu certains membres de son parti qui se plaignent, disent que
Bahati ne tourne qu'autour de sa famille. Est-ce pour dire que les plus méritants, les plus compétents de son parti politique, qui est un parti quand même qui a une bonne implantation chez nous, ici au pays, mais est-ce qu'il n'y a que les gens de sa famille? Est-ce qu'il n'y a que les gens qui lui sont proches? Lui-même, quand il a été aux affaires, est-ce qu'il a été l'homme parfait? Je vous rappelle ici que M. Bahati Lukwebo, l'honorable Bahati Lukwebo, le professeur Bahati Lukwebo, a été membre de la société civile pendant la période d'avant la conférence nationale souveraine. La société civile en était président. Je vous rappelle. Il a été dans le gouvernement Kengo Adondo de 1994 à 1995, où il a occupé des hautes fonctions, ministre du budget, puis de la fonction publique. Ça signifie qu'il a eu à gérer le budget de la République démocratique du Congo. Ah oui, à un certain moment. Il a eu à gérer les fonctionnaires de la République démocratique du Congo. Ah bon? De quelle manière l'a-t-il fait? Je ne veux pas entrer dans les détails. Après ça, il a été dans plusieurs gouvernements. Il a été ministre du Travail et Prévoyance sociale dans le gouvernement de Matata Ponyo. Il a été ministre, si ma mémoire est bonne, ministre du Plan. Je crois dans le gouvernement Bruno Tshibala ou Sami quelque chose, Sami Badibang. Il a été dans plusieurs gouvernements, donc je peux dire que lui, il a appartenu, il a travaillé dans plus ou moins 4 gouvernements. Avec l'honorable Kengo Adondo. Il a travaillé avec Matata Ponyo. Il a travaillé avec Sami Badibanga. Il a travaillé même avec Bruno Tshibala. Donc, membre du gouvernement dans 4 gouvernements. C'est comme s'il a été aussi un peu à l'économie, quelque chose comme ça. Il a été à plusieurs travaux, prévoyance sociale, plan, budget. Donc, il a été occupé plusieurs postes de responsabilité. Lui, il a été parfait, à lui de nous le dire. Il a été questeur au Sénat, à l'Assemblée nationale, plusieurs fois député. Il a été président du Sénat. Et au jour d'aujourd'hui, il est descendu au niveau du poste de 2e vice-président. Tout ça pour dire que lui-même ne veut pas s'effacer. Il veut être partout, mais parce qu'il est le meilleur de nous tous. Donc si on entre dans sa réflexion selon laquelle que la RDC n'a pas un problème des textes, mais des individus, des personnes, lui aussi ferait partie de ces personnes. Absolument. Absolument. Ah bon? Mais oui. Regarde, il a commencé, lui, depuis la 2e République, il est dans les hautes fonctions. A-t-il été le meilleur? Est-il le meilleur de nous tous? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Moi, je dis ceci. Certes, il y a des problèmes d'hommes. De certains hommes. Il faut être précis. Il y a des problèmes de certains hommes. Peut-être comme lui, par exemple, peut-être qui nous démontre que lui ne fait pas partie de cette catégorie de personnes, alors qu'il est dans les affaires depuis la 2e République. Très bien. Ensuite, qui nous démontre que la Constitution n'a aucun problème. Mais vous savez, quand lui-même est intervenu, mais c'est d'abord les membres de son cartel qui ont posé de son regroupement, les sénateurs membres de son regroupement ont dit qu'il a fait ses déclarations à titre personnel. Il n'y a pas eu débat. De la même manière que lui condamne le débat au sein de l'Union sacrée, au sein même de son parti politique, il n'a pas organisé un débat pour dire que voilà notre point de vue après réflexion, après échange avec les collègues. Donc les autres ont simplement dit, ils ont dénoncé son attitude pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec son point de vue. Nous restons loyaux envers les institutions de la République. Il a parlé à titre privé. Voilà pourquoi certains se sentant trahis se sont dit comment il marche avec nous, il sort dans les médias, il se permet de parler, de renier ce que nous sommes. S'il n'y a pas eu de débat, il aurait pu attendre, demander qu'il y ait débat et à l'issue de ces débats, défendre son point de vue parce qu'il appartient à un corps. Vous savez, votre bras ne peut pas se mettre à agir indépendamment de tous les autres membres. C'est un corps qui doit fonctionner ensemble pour question d'harmonie. Mais en quoi est-ce que la réflexion de Bahati Lukwebo... Est-ce qu'il y a eu réflexion? Il y a eu simplement... Il a fait une annonce. Il n'y a pas eu réflexion. On peut dire parce point que de vue. La réflexion, il aurait par exemple été dans une analyse approfondie de la Constitution pour dire que tout ce qui est dans la Constitution est parfait. Et lui-même est revenu. Oui, il est revenu. Il est revenu pour dire que tout n'est pas parfait, donc ça contredit déjà sa première déclaration. Mais c'est ça, peut-être c'est parce qu'il a subi des pressions. Et là, moi je me dis, c'est un homme inconstant. Parce qu'un homme, je voudrais vous donner un cas. Il a subi des pressions. Je veux vous donner un cas d'un homme qui est resté constant, Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Quand il avait son point de vue, ça signifie qu'il donnait, il parlait peu d'abord.
il réfléchissait et quand il donnait son point de vue, il restait constant par rapport à son point de vue. Vous allez discuter, mais il restait constant. Mais le fait qu'en l'espace de 4 jours, il ait fait une déclaration et le contraire, après, ça montre qu'il est inconstant. Non, mais... Et c'est le genre d'homme, justement, que nous sommes en train de stigmatiser, des inconstants. Il dit une chose le matin, parce qu'il y a la pression, il se redit. Un homme, c'est celui qui dit une chose, il s'assume, il va jusqu'au bout. Monsieur Absolument. Monsieur Alemoukouna, est-ce qu'on peut... Je ne sais pas si j'ai tort, monsieur le journaliste. Non, vous n'avez pas... Bien sûr que non, vous n'avez pas tort. La constance est très importante. Mais Bahati Lukwebo fait son... Bon, si c'est son point de presse, si c'est sa sortie médiatique, si c'est quoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a fait. Au fait, il a dit ce qu'il venait de dire, mais il a subi des pressions au sein de sa famille politique, au sein de l'Union sacrée, jusqu'à pouvoir qu'on puisse l'éjecter de sa place et de son poste de deuxième vice-président. Mais c'est par ces pressions-là qu'il est venu pour justement dire que non... Mais c'est qu'il est inconstant, justement, vous me donnez raison. Parce que si moi j'ai un point de vue, je vous ai toujours dit par exemple par rapport à l'article 10, moi j'ai un point de vue que je défends, j'ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus dire que la nationalité congolaise est une exclusive au regard de l'évolution de la société. Le Congo ne vit pas isolément, le Congo vit dans le concert des nations. Ce qui se passe à travers le monde doit nous inspirer, doit nous aider à comprendre certaines choses. Sur le plan du sport, on a vu qu'il y a eu évolution. Pourquoi pas sur le plan des textes? Je vous ai démontré ça. Ça signifie, moi je reste constant. Que d'autres, par exemple, je suis dans l'UDPS. Si d'autres ont des points de vue contraires, moi je défendrai mon point de vue. Si la majorité adopte mon point de vue, je ferai avec. Si la majorité a un point de vue contraire au mien, ça signifie que je dirais que j'ai défendu mon point de vue, il est celui-là, mais comme la majorité a décidé autrement, et nous sommes dans la démocratie, la loi de la majorité, on va aller dans le sens de la majorité. Le fait de subir la pression ne peut pas vous faire changer d'avis, surtout que vous avez 70 ans, vous avez une longue carrière derrière vous. Avant de parler, vous réfléchissez quand on lui a dit qu'il était en train de viser le président de la République en disant ça. Lui, il dit qu'il ne l'a pas dit, tant mieux. Moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de son opposition par rapport au président de la République. Moi, je m'en prends à son affirmation. Il a fait une déclaration. C'est qu'il assume ce qu'il a dit, que la Constitution est bonne. Il n'y a que les hommes qui sont mauvais. Ce sont les hommes qui doivent changer. Et parmi ces hommes, lui aussi doit pouvoir changer. Quand il y a des postes, pourquoi c'est toujours lui qui doit être dans les institutions, pas d'autres? Pourquoi pas? Pourquoi c'est toujours lui? Qui peut même accepter, après avoir été président du Sénat, accepter d'aller jusqu'au niveau du poste de deuxième vice-président. Ne pouvait-il pas promouvoir quelqu'un d'autre? Parce qu'on parle du changement de la classe politique. Ne pouvait-il pas promouvoir d'autres? Donc, selon votre réflexion ici, Bahati Lukwebo devrait à un certain moment aussi, on le nomme, il dit non, j'ai beaucoup géré aussi. Mais c'est lui qui propose. Mais c'est aussi d'autres personnes. C'est lui qui propose. C'est lui qui propose. Donc, il aurait pu proposer quelqu'un d'autre et rester une autorité morale en train de gérer son regroupement. Donc, on voit que lui-même, en même temps qu'il condamne les autres, lui-même, dans son comportement, il veut être toujours présent. Il veut être toujours celui qui est à la marmite. Donc, voilà. À un moment donné, et puis moi, je ne parle pas de sa gestion. Nous avons des informations. Quand lui, il a nommé des gens, il a proposé des gens au niveau, par exemple, du ministère de l'économie nationale. Il y a des choses. Il traîne des cadavres, même lui-même. Des cadavres, et vous savez, c'est-à-dire quoi? Monsieur le journaliste, vous savez pourquoi on l'appelle Maradona? Je crois que vous savez qu'on l'appelle Maradona quand même. Ah oui, j'ai appris un moment. Vous avez appris? J'ai appris un moment, on appelait Modeste Bahati Lukwebo Maradona. Mais pourquoi on l'appelle Maradona? Vous savez, Maradona, ça veut dire, vous connaissez au moins, Maradona, c'est le footballeur argentin qui était très fort dans les dribbles. Voilà. Vous le savez. Mais et comment... puis, contre l'Angleterre, il avait marqué un but qu'on a dit, c'est la main de Dieu. Mais pourquoi lui... pourquoi cette corrélation entre Maradona et Bahati? Posez la question à ceux qui lui ont donné ce nom de Maradona. Donc, c'est pour dire que nous n'encourageons pas les antivaleurs, mais quand on dit une chose, il faudra être soi-même un modèle. Voilà pourquoi nous avons toujours demandé, et vous, vous êtes croyants, vous êtes chrétiens, vous savez que la Bible est exigeante envers les responsables. Très bien, voilà. Qui doivent prêcher par l'exemple. Bahati doit prêcher par l'exemple, il doit rester constant. Quand il dit que ce sont les hommes qui posent problème par les textes, même s'il y a la pression, il faut qu'il résiste à la pression. Mais il a demandé pardon. Mais pour quelle raison? Est-ce que l'Union sacrée va les pardonner? On va plus, la pétition va être éradiquée ou bien? Mais moi, je ne suis pas pétitionnaire, je n'ai pas initié une pétition.
peut-être qu'il y a des collègues... C'est excusé. Parce que le problème de la Constitution, monsieur le journaliste, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Le problème de la Constitution, c'est un problème très sensible. C'est une matière hautement sensible dans notre pays. Souvenez-vous, même quand le président de la République a dit qu'il va mettre en place une commission pour réfléchir sur la Constitution, beaucoup de voix se sont levées. C'est pour dire que le problème de la Constitution, c'est une matière hautement sensible. Quand on veut se prononcer, il faut prendre le sérieux du monde et être constant dans ce qu'on est en train de vouloir. Il ne faut pas dire une chose comme un ballon d'essai. Quand vous sentez que la mayonnaise n'a pas pris, vous rebiffez. Non, ça montre qu'il y a l'inconstance. Et moi, par rapport à ceux qui ont peut-être initié la pétition, j'irai dans leur sens. Ah bon? Absolument. Vous allez les encourager d'aller foncer? Moi, je les encouragerai de sorte que les gens qui, à un certain moment, moi je me dis que politiquement et stratégiquement parlant, n'était-ce pas un ballon d'essai pour voir ce que ça allait produire comme effet? Si la majorité avait mordu à l'hameçon, est-ce qu'il n'allait pas continuer à poursuivre avec ça? Maintenant qu'il sent qu'il y a de la résistance, il fait marche arrière. C'est des questions que je me pose. D'autant plus que le Sénat aussi occupe une certaine position, une certaine préséance par rapport à la Constitution actuelle. Peut-être ça pouvait être aussi des réflexions. Mais oui, c'est une réflexion. La réflexion, c'est vrai. Mais quand on est dans un cadre donné, on appartient à une corporation, à un regroupement, à la majorité, à l'union sacrée. Il faudrait toujours se référer à sa famille. Il faut soit s'en référer à l'autorité morale, mais soit on peut émettre des points de vue, mais rester constant. Très bien, allez. S'assumer. Si cela demande qu'on puisse vous mettre à côté parce que votre point de vue n'a pas arrangé la majorité, acceptez de vous mettre de côté. C'est cela être un homme, c'est savoir s'assumer. Et surtout quand on est un homme politique, on doit pouvoir assumer ses opinions. Je vous donne un exemple du président de la République. Rapidement. Quand Goma, Bukavu sont tombés, il a subi une pression. Les gens étaient prêts, d'autres politiquement, on les connaît même au jour d'aujourd'hui, ils ont commencé à établir les ponts avec les rebelles. Le président de la République s'est assumé. Il a appelé les députés, les sénateurs de l'Union sacrée. Il leur a dit, je ne négocie pas avec les rebelles. Même s'ils arrivent à la porte du Mont Galiema, je ne négocie pas avec. Il s'est assumé alors qu'il était pratiquement abandonné. Il n'avait que ces drones et ces missiles que nous sommes. Et là, je voudrais rendre hommage ici à certains communicateurs de l'Union sacrée. Je pense ici à la maman prêtresse qui c'est Kassongo, Pascaline Kassongo, à Gili, et puis il y a deux grandes dames, je crois, Madame Gétou et Madame, je crois, Bénédicte, qui se battent au front pour défendre les intérêts de la République, et tant d'autres encore. Eux, ils ont accepté, dit que c'est notre pouvoir, c'est notre régime, nous allons nous battre contre vents et marées. Ils ont accepté de se battre. Le président s'est assumé, il dit, ces gens-là, je dis, je ne négocie pas. Que Goma tombe, Bukavu tombe, Uvira, moi je reste constant. Il n'avait pas le soutien de Bahati en ce moment-là. Bahati n'avait pas. On ne sait pas, Bahati ne s'était jamais exprimé quand Goma est tombé. Quand Bukavu est tombé, il ne s'est jamais exprimé. C'est vrai ça. Uvira est tombé, il ne s'est pas exprimé. Donc vous voyez que c'est en ce moment-là, on a vu d'autres soldats, d'autres drones, d'autres kamikazes, d'autres, je dirais, tomahawks du président de la République, notamment le président Jean-Pierre Bemba. On a vu Mbosso, on a vu les Guy Luando qui se sont levés pour dire que nous appuyons l'action du gouvernement. S'il faut recruter des gens dans l'armée, ils se sont lancés pour aller recruter des jeunes afin de faire face à l'agression. Très bien. Donc, il y a des gens qui ont montré leur soutien au président de la République alors que les choses tournaient mal. Il y en a d'autres qui se sont tus. Ce silence voulait dire quoi? Et pourquoi sortir juste au jour d'aujourd'hui, à un moment non suspect, pour venir faire de telles déclarations? On se pose des questions. Voilà. Merci beaucoup. Les questions restent pendantes. On va y revenir. Alors, on amorce déjà l'atterrissage de cette émission. Monsieur Alain Moukouna, mais avec une question aussi un peu pertinente. Vous venez d'évoquer des points importants pour vous qui, obligatoirement, doivent faire l'objet de la révision constitutionnelle. Mais la question ou la crainte de beaucoup de Congolais, est-ce qu'on ne va pas toucher au mandat du chef de l'État pour que Félix Tshisekedi, après ces 5 ans, une année, une fois renouvelable, donc 5 ans, une fois renouvelable, 10 ans, est-ce qu'on craint, la crainte de beaucoup de Congolais, c'est que
Félix Tshisekedi ne peut plus gérer après 2028. C'est ça la crainte de beaucoup de Congolais. L'UDPS peut avoir des garanties pour donner à l'ensemble de notre peuple que Félix Tshisekedi ne peut plus gérer après 2028. 2028, c'est la fin de son mandat. Ce qu'il faut savoir, je crois que les choses sont simples. 2028, théoriquement, ce sera la fin de son second mandat constitutionnel. Le second dernier, tout. Second et dernier mandat par rapport à la Constitution qui est en vigueur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux possibilités. Soit après le deuxième mandat, le président de la République n'est pas éternel. Mais vous dites que beaucoup de Congolais, qui a fait un référendum ou qui a interrogé les Congolais pour qu'ils disent que la majorité des Congolais est contre que le président de la République puisse proroger au-delà de 2028. Qui est contre? Qui est pour? Jusque-là, c'est des opinions. C'est des gens comme Bahati et moi, nous passons dans les médias, nous donnons nos points de vue. Il y a la majorité silencieuse qui ne s'est peut-être pas exprimée formellement. Mais il y a des gens pour qui, après avoir vu comment le président de la République conduit le bateau, je ne connais pas leur nombre, mais il y a des gens qui défendent, qui disent que le président de la République nous a convaincus. Par rapport à l'agresseur au Rwanda, le président s'est levé pour dire à Paul Kagame, ça suffit, moi je me tiens en face de toi, tu n'iras pas au-delà. Les gens voient les résultats aujourd'hui, que Paul Kagame est en train de reculer, que son régime est sanctionné, des hauts cadres de son armée sont sanctionnés, son armée est sanctionnée. Paul Kagame qui n'avait pas, qui était tout fier, qui était tout fort, aujourd'hui Paul Kagame est affaibli par la diplomatie du président Félix Tshisekedi. Les gens disent que nous avons retrouvé un chef qui nous donne la fierté, qui nous donne de la dignité, qui donne une bonne réputation à la République démocratique du Congo. Nous avons un chef, alors que hier, nos sièges dans plusieurs institutions internationales étaient soit abandonnés, soit occupés par les agresseurs, par les Rwandais. Au jour d'aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes là. Le Congo est redevenu ce géant qui a une grande vocation au sein de l'Afrique et même du monde. Quand les gens se retrouvent comme ça, ils redonnent la dignité au Congo. Les gens disent que mais un chef pareil, ça n'arrive pas tous les jours. Nous souhaitons qu'il puisse aller au-delà de 2028. Oh, ça, il y a des Congolais qui pensent comme ça. Il y a d'autres Congolais, à mon sens minoritaires, qui pensent que le président Félix doit s'arrêter en 2028. Minoritaire. Il faut poser la question à la population. C'est la population qui va régler la question. Mais à mon sens, moi j'ai dit que c'est vrai qu'on n'a pas fait un sondage. On n'a pas fait un sondage. Mais je vis au milieu de la population. Je vois les gens qui gémissent. Je vois aussi les gens qui se réjouissent du président Félix Tshisekedi. Et je pèse bien mes mots, je dis que ceux qui sont contre sont minoritaires. La majorité, la voix de la majorité qui est en train de pousser pour dire que président, nous souhaiterions. Ça, jusque-là, c'est un souhait. Mais ce souhait devrait être couché dans des textes pour que cela ait une force de loi. Donc, c'est ça un peu la vision. Donc, il y a deux sons de cloche. Quel est le son de cloche qui va prédominer? C'est cela que nous allons savoir à travers des sondages ou alors à travers un référendum qui n'est pas interdit. Très bien. Le référendum est constitutionnel. Pourquoi les autres ont peur? Pour nous, il ne s'agit pas d'avoir peur. Quand on gère une république, quand on est citoyen d'une république, on ne gère pas sur la base de la peur. Comme on dit, oh, certains ont peur. Non. Mais s'il faut modifier la constitution, serions-nous les premiers à avoir modifié une constitution? Non. Serions-nous les premiers à avoir changé une constitution? Même la France, d'après la Seconde Guerre mondiale, la France est passée finalement de la 4e à la 5e République. La 4e République n'a fait que 12 ans. Alors où est le problème? Donc nous sommes en droit, en tant que Congolais, de réfléchir sur notre bien-être commun, sur notre mieux-être communautaire, pour voir qu'est-ce qui est bon pour nous. Très bien. Si nous avons fait des textes hier qui ne sont plus adaptés aujourd'hui, nous les mettons de côté et on avance. C'est ça la vie d'un homme et il faut s'assumer. Alors on va conclure cette émission avec cette toute petite dernière question. Est-ce que les habitants de Kinshasa, avec les problèmes qu'ils ont, les problèmes d'embouteillage, tous les jours,
des embouteillages, par exemple au niveau de la commune de Mongafula. Moi, je l'ai vu, des embouteillages qui font des veillées, des jours et des nuits. Vous passez, vous trouvez ça, vous rentrez, vous trouvez ça. Le problème, par exemple, du coût de transport, le problème lié à, on va dire, à la monnaie, le taux de change, le problème lié à l'insécurité. Aujourd'hui, l'insécurité devient un problème phare et à d'autres problèmes. Est-ce que le Quinois aujourd'hui peut se dire que Félix Tshisekedi peut rester après 2028 par rapport aux éléments que vous venez d'apporter? Quelle motivation? Est-ce qu'un Quinois sérieux, un Quinois vraiment, comme vous dites, la minorité, peuvent aujourd'hui accepter, les Quinois peuvent accepter aujourd'hui que Félix Tshisekedi puisse aller au-delà de 2028? Moi, je vous ai dit que nous sommes des scientifiques. Au regard de tous les problèmes nous parlons des faits, nous parlons de situation. Vous savez, il y a des choses... Il faut faire une analyse froide, une analyse consciente. Ça signifie quoi? Il y a des faits qui sont établis. Au jour d'aujourd'hui, parler d'insécurité à Kinshasa, c'est un fait réel. Mais je ne voudrais pas oser vous dire que c'est des choses qui ont été négligées par le passé, comme un cancer qu'on n'a pas soigné à temps, qui s'est métastasé au jour d'aujourd'hui. Qui n'était pas à ce stade. Mais un cancer, mais si la métastase a commencé, à un moment donné, vous constatez simplement que les cheveux commencent à tomber, on tente de vous récupérer. C'est dire qu'il y a des problèmes qui datent de longtemps, qui ont pris de l'ampleur aujourd'hui, parce que justement hier, on n'a pas pris soin de les soigner à temps. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est des problèmes réels. Les problèmes des embouteillages, les problèmes des inondations. Je vous rappelle que les inondations ne datent pas d'aujourd'hui. Moi, je suis arrivé ici à Kinshasa en 89. Il y avait toujours des inondations, mais ce n'est pas une excuse pour nous. Quand on décide de prendre le pouvoir, c'est pour gérer, répondre à ces problèmes. Exactement. Donc, je sais que le gouverneur est en train de se battre. Quel gouverneur? Le gouverneur Bumba, il est en train de se battre avec les moyens qu'il a. Il est en train de se battre. Il se bat. Le ministre de l'Intérieur se bat pour essayer de combattre l'insécurité. Et je vous rappelle que l'insécurité, ce n'est pas seulement ici. Tout ce qui se passe à l'Est, c'est l'insécurité. Il y a des choses qui se passent à Nituri, il y a l'insécurité. Donc, vous voyez qu'il y a des choses que d'autres, surtout ceux du passé, qui ont préparé. Ils ont fait le lit à l'insécurité, ils ont fait le lit à l'infiltration dans l'armée, dans la police, ainsi de suite. Il y a des problèmes réels auxquels nous sommes butés, mais auxquels nous aussi nous devons faire face, et nous sommes en train de faire face. Je voudrais vous rappeler, monsieur le journaliste, vous circulez quand même à Kinshasa. C'est des efforts que je suis en train de saluer. Mais vous savez quand même qu'il y a certains petits efforts qui sont en train de se faire dans le cadre de l'amélioration de la voirie. Mais le problème, par contre, que moi je constate, parce qu'il y a des faits établis, c'est qu'il y a certains projets qui durent trop longtemps. Vous avez 2 km de voirie qu'on aurait pu terminer en 6 mois, qui prennent facilement 2 ans, 3 ans. Ça, c'est des choses qu'il faut corriger. Voilà pourquoi je vous ai dit que pour moi, il y a des problèmes des textes, il y a des problèmes aussi de certains hommes. Les hommes qui ne répondent pas, il faudra justement qu'on soit à mesure de les mettre à côté. Mais maintenant, justement, monsieur le journaliste, quand je dis que j'appuie la révision, le changement de la Constitution, c'est justement parce qu'il y a des personnes qui sont placées là-bas. Si vous devez les enlever, il faut remonter à leur regroupement politique. Ça rend la machine très lourde. Ouais. Il y a des choses. Il y a aussi des choses qui appartiennent à la responsabilité des dirigeants. Mais il y a des choses aussi qui appartiennent à notre responsabilité. Les embouteillages, qui sont souvent responsables des embouteillages. Là où il y a le feu rouge, le citoyen congolais refuse de s'arrêter. Il a comme principe Tiamutu Bakata. C'est la faute à qui? Oui, le gouvernement a sa part de responsabilité parce qu'il a le pouvoir, le monopole même de la brutalité pour pouvoir sanctionner ces individus justement qui ne respectent pas les règles établies. Oui, il faut les sanctionner. Très bien. Ça, c'est important. Donc, les problèmes que vous soulevez sont des problèmes réels, des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes d'embouteillage, d'insécurité. Oui, mais le gouvernement est en train de faire des efforts. En ce qui concerne la voirie, je circule aussi à Kinshasa, il y a des améliorations par-ci, mais il y a d'autres routes. Parce qu'on n'a pas construit correctement selon les prescriptions techniques. Voilà. Ça fait qu'on a construit 6 mois après, ça se dégrade. Voilà. Mais il y en a d'autres qui se dégradent justement parce que nos caniveaux sont bouchés. C'est ça aussi. Mais un jour, j'aimerais qu'on fasse quand même avec vous, parce que nous en parlons. Un jour, il faut qu'on fasse une émission, qu'on parle un peu des infrastructures routières. Commençons par Kinshasa. C'est important.
visiter ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui a duré trop longtemps dans les travaux. Est-ce des problèmes de financement qu'on essaie de voir? Les voiries qui n'ont pas trop duré, c'est la faute à qui? Mais ça, c'est notre responsabilité. Nous pouvons le faire, vous et moi, pour aider le gouvernement. Exactement. Moi, je suis contre les Congolais qui disent que Basungaka, l'État, non. L'État, c'est notre pouvoir, c'est pour notre bien-être. Tout ce que le gouvernement fait quand nous payons les impôts, et Sengelito Sunga l'État, quand vous voyez un voleur, criez au moins. Dénoncez le mal. C'est ça notre responsabilité. Et Sengelito Sunga l'État, quand vous avez un caniveau devant chez vous qui est bouché, déboucher ne fût-ce que pour que l'eau continue à circuler dans le caniveau et non pas sur la voie publique, sur la chaussée, et dégrader rapidement, précocement la voirie. Ça, c'est notre responsabilité. Donc, tous, nous sommes à bord du même bateau. Chacun d'entre nous a un effort à fournir pour que notre République puisse décoller. Exactement, merci beaucoup. La République doit justement décoller. Alain Mukuna Mwembi, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant, le débat, surtout, il faut le dire. Je crois que même aujourd'hui, ce matin, je vous informe que même sur l'appel sur l'actualité, au niveau de la France, ils parlent à 9h, ils viennent de parler aussi de ces mêmes sujets que vous venez de parler sur la RFI. Sur France. Sur France 24. Ah, d'accord. Justement. Donc, c'est un sujet vraiment passionnant. On ne saura pas l'épuiser. On va revenir sur chaque membre, sur chaque élément de la révision constitutionnelle. Sinon, nous vous disons vraiment grand merci pour votre passage à la tribune du savoir. Sûrement que vous aurez peut-être juste un petit mot. Non, au jour d'aujourd'hui, pas un grand mot, juste remercier tous les téléspectateurs qui nous font confiance, qui nous écoutent, qui acceptent notre point de vue ou bien qui ont un point de vue contraire. Nous acceptons la contradiction. S'il faut en débattre, en discuter, nous sommes disposés pourvu qu'il y ait l'intérêt de la République démocratique du Congo et du peuple congolais. C'est ce qui est notre passion. C'est pour ça que nous passons dans les médias. C'est pour ça que nous nous battons pour que les muets, les gens qui ne peuvent pas avoir droit au chapitre, nous puissions parler à leur place. Merci beaucoup, messieurs Alain Mukuna. Alors, c'était vraiment très passionnant. Moi, je vais prendre la rubrique juste de souhaiter l'anniversaire à une ou deux personnes. Le temps que je rejoigne messieurs Alain Mukuna juste ici dans la salle d'attente. Comme ça, moi, je souhaite juste une ou deux personnes. Et puis, je reviens vers vous. Voilà, fidèles téléspectateurs. Lui, il est l'habitué de l'émission Tribune du Savoir, monsieur Alain Mukuna Mwembi. Alors, je vais souhaiter un très joyeux anniversaire à deux personnes. Avant d'y ils sont au nombre de trois, hein, voilà. Il y a d'abord Inès Rebecca Mbete, il y a Davina Moueti et il y a aussi Christian Tumba Kazadi. Allez, on va commencer. Ah, Devina, c'est bah comme Divina, c'est Devina. Est-ce que Devina? Devina. Ok, to banana nikasi. Mettez-moi la photo et puis vous me dites, on commence par qui? Chaque nom. Voilà, on commence par l'ordre. Inès Rebecca Mete. Voilà, on va commencer avec elle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Inès Rebecca Mete. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, Madame Inès Rebecca. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde beaucoup de joie, de succès, d'élévation. Kende liboso en tout cas. Moula o ezala moula moko ya malamu pona yo. Surtout, garde le même sourire que tu as pour ceux qui sont autour de toi. Merci beaucoup. On va prendre maintenant Devina Moueti. C'est ça le nom, hein? Devina Moueti. Divina. Ok. On va prendre Divina Moueti. Joyeux anniversaire à toi, Divina Moueti. Que Dieu te bénisse. Plein de joie, de succès, d'amour, de longévité, de grâce. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Madame Divina Moueti. Happy birthday to you. Que Dieu te bénisse. Va de l'avant, joyeux anniversaire à toi, ma soeur. Que Dieu te fasse du bien. Moula Oez à la Moula Essengo, l'année de paix, de grâce, de bonté, de beaucoup de choses. En tout cas, sache que la RTV te porte vraiment à cœur. Merci beaucoup. On va maintenant souhaiter la dernière personne. Celle-là, c'est le bébé ou la fille de notre régisseur. C'est lui d'ailleurs qui assure la régie de ce matin. À la personne de Christian Kazadi. C'est l'anniversaire de sa fille, Christiana Tumba Kazadi. Joyeux anniversaire,
Joyeux anniversaire, Christiana. Joyeux anniversaire, celle qui fait la joie de son père. Joyeux anniversaire, Christiana Ntumba. Ah, moi, tata n'a vraiment grandi en grâce, en sagesse. Kola na liloba, kola penza, ndenge sengeli nzamba batelayo, PAP sababoti na ma kokie belé, pour subvenir dans la moyenne, yo nion surtout. Allez, nous te souhaitons un heureux anniversaire en te jour, que ta mère, que ton père soient vraiment heureux de t'avoir comme fille et que tu puisses aller de l'avant, que tu puisses grandir en sagesse et en grâce. Merci beaucoup. Allez, je vais finir avec une petite mise au point que je vais finir. J'aimerais parler de la situation des rétrocommissions. Je vais dire ceci. Partout dans les territoires nationaux de la République démocratique du Congo, suivez-moi très bien, vous êtes agent de l'État. Partout là où vous êtes et que dans votre service, votre chef vous demande des rétrocommissions. Oh non, paie ça rétrocommission à boy. Paie ça rétrocommission à boy. On vous paye, on vous coupe l'argent à la source. On vous paye, on vous coupe l'argent tel endroit. Contactez-moi, je vais dénoncer ces gens-là. Parce que tout à l'heure ici, pourquoi j'en parle? J'en parle parce que tout à l'heure, regardez le dossier que j'ai ici. Tout à l'heure ici, voilà le dossier que j'ai. Suivez-moi très bien. Vous m'envoyez cette vidéo à M. Jean-Pierre Liaou. Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public des retraités et des rentiers. Au niveau de la province du Kasaï central, le ministère de la fonction publique, division provinciale de la fonction publique. Là, il y a des choses qui se passent graves. On m'a même envoyé le nom de M. Patrick Hubert Kialunde Moukiana Ikeli. Tala ba liste batinde linga ya ngoyo. Bao bakotanga. Dans la liste il y a combien de personnes? Liste il y a à peu près liste il y a 68 personnes. Tant ba futa ga batu, il y a 5 ga ba 4 la rétro commission, ba 4 la 50 000 francs. Chaque jour, les gens sont fatigués. C'est-à-dire les gens se posent des questions. Comment ça se passe? Si je suis en train de raconter des histoires, je vais vous mettre, les gens qui vont me suivre sur les réseaux, je vais vous mettre ces listes ici. 50 000 francs, 50 000 francs. Donc, il y a batu banda bazaba engagé, nazana ba numéro matricule ya batu ezali awa, na ba code na bango, na ba cotation na bango. Ba pesa ke neti moi au se ba fouti, bo pesi bo kati 50 000 francs. Je m'adresse au vice-premier ministre de la fonction publique. Landa ba référence on a outi ko pesa awa nyonso awa. Et partout bisika retour commission et salamaka. Je vous demande de les dénoncer. Envoyez-moi tous les détails et toutes les preuves. Je veux revenir sérieusement sur ce dossier ici. Je l'ai cité. Sur les Amakamwalukuta, ça se passe dans Mokao. Ici, nous sommes précisément dans la province du Kasaï central, ministère de la province publique, Nakananga. Ça se passe. Partout là où ces choses se passent, dites-moi. Bakata Gabino, Bopesa rétro-commission, il y a $50, il y a 100 000 francs. Bopesa rétro-commission, il y a $1 000, il y a $3 000. Il faut Bopesa de manière indéfinie. Et Banagate aussi la Mouroulonini. Botin de l'anga élément, on a nyonso. Je vais dénoncer toutes ces personnes-là. Le pays doit avancer. On vient de parler tout à l'heure avec Alain Moukouna ici qu'il faudrait des personnes de bonne qualité. Oh, ça doit prendre fin. Partout où il y a rétro commission, contactez-moi, je vais dénoncer ces gens. Où qu'ils se trouvent, ils sont dans le ministère Songolo, ils sont dans l'entreprise publique, partout, passez-les-moi. Je vais dénoncer tous ces gens-là. J'aimerais parler de la situation qui se passe au niveau du Katanga. Je vous avais parlé de ces choses ici. À l'époque, moi quand j'étais en train de faire les enquêtes sur ma journalier à Snell, je suis allé au Katanga, je suis allé même à Inga, je suis allé découvrir qu'il y a des journaliers, et comme vous savez, des journaliers qui ont commencé, journalier Banda 1997, Misuzukutu Banda 1992. Donc, à Sali 15 ans, 20 ans qu'un journalier. Et on a parlé de ces choses-là, il fallait que si là, lors de l'avènement de Fabrice Lucinde, à Yambaka Bango, à Salaka Obabengaka, suivi. On parle d'un terme technique là, si je n'ai pas encore me rappeler de ces termes-là, on parle de l'identification des journaliers. On a identifié les journaliers, qui n'a critère pour qu'ils soient engagés. À l'époque de Lucinde, ils ont palier par palier. Chaque 3 mois, ils identifié les journaliers de la République. Donc après 3 mois, ils engagé. Monsieur Lucinde de Fabrice a engagé même les journaliers. Moi, je connais.
des gens au-dessus bazali engagés, peu bazali en fonction de travail, à cause du travail que nous avions fait. On avait dit que ça doit terminer. Sinon, les Sengeli est engagé par journalier à qui profite la masse salariale. J'avais même essayé de faire un certain budget qu'on sort tout ça. Alors voilà un peu, je suis arrivé justement à la fin, voilà un peu, j'avais parlé de ce dossier et j'avais parlé de cette affaire, on avait finalement engagé. Mais je viens d'apprendre qu'il y a des 6-1, 6-2, donc maîtrise, au engagé dans Katanga. Selon les indiscrédits, engagé cadre 7-1 à 7-2. Il faut que je descende cette semaine ici, moi-même au Katanga, essayer de suivre cette situation. Ça ne peut pas se passer comme ça. Magamou engagement, il y a en clandestinité, pas question. Je vais suivre ça. Nous, on nous avait reçus à l'époque, quand on était venu, on a posé les problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, et ce qui engagement est mis en clandestinité, je vais revenir ici, je vais démarrer les choses. Je vais démarrer les choses. Ne vous en faites même pas. Voilà les histoires, il y a engagement et il y a agence de voyage. Je vais y revenir le samedi. Il y a réseaux sociaux, il y a télécommunications. Je vais y revenir par rapport au kidnapping. Fidèles téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Merci pour l'intérêt, la passion avec laquelle vous avez suivi, avec lequel bien évidemment, puisqu'il y a intérêt d'avoir suivi cette émission. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On se retrouve avec vous le samedi. Je reviendrai avec des faits nouveaux. Merci de partout où vous étiez. Vous nous avez suivis. C'était un grand plaisir, madame, messieurs. Je vous retrouve comme ça, samedi à 9h30 pour le même intérêt. Portez-vous bien. Moi, je voulais finir pour dire ceci. Je crois au Congo, je crois en sa délivrance, mais que chacun de nous joue sa partition convenablement. Au revoir.